Ok. Normalement, ça fonctionne bien. Du coup, pour rappel, c'est 20 minutes pour toi de présentation, puis Oui, après un temps de questions-réponses, d'échanges et de débrief sur le travail. ok. Donc voilà, je sais pas si tout est clair pour toi. Oui, bah écoute, ça va, bah, c'est quand tu veux. Ça marche, et ben je te laisse la parole du coup pour la présentation. Merci Florian. Du coup, je suis Laura Romary. Je présente aujourd'hui mon projet numéro 4 du parcours ingénieur machine learning, qui est en fait de segmenter les clients du site e-commerce Holy. Alors après avoir présenté le contexte, les objectifs, les données disponibles et la stratégie globale que j'ai choisie, je détaillerai la partie feature engineering, la stratégie de segmentation, l'analyse descriptive des segments. Je vous proposerai donc une analyse de la stabilité de la segmentation avant de conclure. Alors, Oli, c'est une entreprise brésilienne qui propose un panel de services de support à la vente en ligne, tels que la gestion d'entreprise, la vente en marketplace, les boutiques en ligne et l'optimisation logistique. Elle est spécialisée surtout dans l'accompagnement des commerces de détail. Donc, les objectifs de ce projet sont tout d'abord de proposer à Oli une segmentation client pertinente pour les aider dans leur communication ciblée. Pour cela, il faudra donc explorer les données personnelles des clients et analyser leur comportement d'achat. Il est aussi demandé de proposer un contrat de maintenance du modèle de segmentation qui sera mis en place, basé notamment sur l'analyse de la stabilité des segments au cours du temps. Alors les données, donc Olis met à disposition tout un jeu de datasets qui sont alimentés depuis 2017. Donc ce sont des informations très variées. On y trouve des informations sur les commandes, sur les clients, les vendeurs, les produits, les moyens de paiement et aussi sur les avis laissés par les clients. Alors la stratégie globale que j'ai choisi d'adopter, dans un premier temps, donc j'ai exploré et nettoyé les données avant de les assembler. J'ai réalisé aussi le feature engineering aussi bien avant fusion qu'après fusion, afin d'obtenir mon jeu de données constitué donc des 13 nouvelles features nouvellement créées pour les clients, donc au nombre à peu près au-delà des 91 000 donc, clients. J'ai ensuite procédé à un encodage des variables qualitatives, une réduction des dimensions par analyse en composantes principales, avant donc de faire la segmentation proprement dite par canise avec un cadre optimisé. J'ai ensuite réalisé des statistiques descriptives des segments et évalué donc la stabilité de cette segmentation par analyse du Adjusted Rand Index Score. Alors maintenant, donc, je vais vous présenter la partie feature engineering. Donc, elle va consister en fait à vous expliquer comment j'ai créé les nouvelles features qui sont en fait la base de la segmentation. Alors, j'ai exprimé le nombre de comptes clients par client, tout simplement en regroupant et en comptant le nombre de numéros clients par identifiant client unique. Donc, comme vous pouvez le voir sur la population globale, une grande majorité des clients n'ont qu'un seul compte. Par contre, on peut atteindre le nombre de 17 comptes donc, pour un même client unique. J'ai ensuite exprimé le nombre de commandes par client en procédant de la même manière, donc en regroupant et en comptant les commandes par identifiant client unique. Donc là, on s'aperçoit aussi par comptage et par les statistiques que la grande majorité des clients ne passent en fait qu'une seule commande. Ensuite, bon, on a un groupe à 2 commandes qui vient derrière, qui représente un peu moins de 10% de la population. J'ai ensuite exprimé un nombre moyen d'articles par commande, donc en regroupant et en moyennant le nombre d'articles pour chaque client. Et là, on voit encore une fois que ce sont des clients qui, en majorité, vont commander un seul article. J'ai aussi calculé le montant du panier moyen hors frais de livraison par client. Pour cela, donc, j'ai regroupé et fait la somme des prix des articles par commande pour ensuite les moyenner par client. J'ai aussi exprimé l'impact des frais de livraison dans l'acte d'achat. Pour cela, j'ai calculé la proportion, le poids en fait des frais de port par rapport au prix de l'article acheté. J'ai ensuite fait une moyenne par commande et une moyenne par client. Donc plus le score en fait sera élevé, enfin plus la proportion est élevée, et j'ai estimé que
était moins regardant sur la part des frais de port. J'ai exprimé aussi le moyen de paiement le plus utilisé, donc c'était une variable qui existait déjà dans un des datasets. Je l'ai ensuite regroupé par client et j'ai sélectionné le moyen de paiement le plus fréquemment utilisé. Donc sur la population globale, on a 4 moyens de paiement dans ce jeu de données. Les cartes de crédit, les cartes de débit, le boleto, qui est en fait un moyen de paiement très utilisé au Brésil et qui correspond en fait à notre mandat, au paiement par mandat, et le voucher, c'est ce qui correspond en fait au bon d'achat. Donc on voit bien effectivement que sur la population globale, la carte de crédit reste le moyen de paiement le plus utilisé. J'exprime aussi le comportement de paiement. Alors, pour cela, j'ai utilisé 2 variables fournies par Olive. Le nombre de moyens de paiement utilisés différents pour une même commande et en combien de versements est-ce que cette même commande était réglée. Donc j'ai calculé à partir de ces 2 variables un score en faisant en fait le produit des 2 variables et ensuite en faisant un regroupement et une moyenne par client. Donc, plus le score est élevé et plus le client aura un comportement de paiement hétérogène. J'ai aussi essayé d'exploiter les informations des annonces de produits en exprimant en fait la précision des annonces de règles d'achat. Donc pour cela, j'ai calculé un score en faisant le produit des 3 variables qui sont la longueur du texte de l'annonce, la longueur du titre de l'annonce et le nombre de photos présentes dans l'annonce. Pour plus de facilité, j'ai utilisé ça par contre. Et j'ai ensuite regroupé et moyenné par client. J'ai aussi voulu savoir si les clients avaient une tendance à l'achat en local. Pour cela, j'ai comparé la localisation du vendeur et du client à l'échelle de l'État. J'ai ensuite regroupé ça par client et sélectionné le comportement le plus fréquent. Donc on voit effectivement sur la population globale que près des 2 tiers de la population n'achètent pas en local. Voilà. Ensuite, j'ai voulu voir quels étaient les délais de livraison acceptables en faisant la différence entre la date limite de livraison acceptée et la date de commande. J'ai ensuite moyenné ça par client. Donc on voit que la majorité des clients sur la population globale acceptent des délais inférieurs à 7 jours. J'ai aussi exprimé ce que j'appelle la réactivité dans la rédaction des avis en faisant la différence entre la date de livraison du produit et la date de rédaction de l'avis ou de l'attribution de la note de satisfaction. Donc évidemment, comme à chaque fois, cela est moyenné et regroupé par client. Donc j'ai observé dans le descriptif sur la population globale qu'il y avait des valeurs négatives, c'est-à-dire qu'une partie des clients vont rédiger des avis avant d'avoir reçu leur produit. Il y a aussi le score de satisfaction qui était déjà disponible dans un des datasets que j'ai juste moyenné par client. On voit avec les stats globales sur la population qu'avec une moyenne au-delà de 4, la population est plutôt satisfaite des prestations. Ah oui, il était aussi intéressant d'exploiter le comportement dans la rédaction de l'avis. En fait, j'ai réalisé un classement des avis par catégorie. J'ai créé 4 catégories en fonction de la morphologie du message laissé. Donc soit le client renseignait à la fois le corps du message et à la fois le titre, ce qui donnait un message complet, soit il ne renseignait rien, ce qui correspondait en fait à aucun message, soit il renseignait seulement le corps du message, ce qui correspond au message simple, ou bien il intégrait son message dans le titre, et ce qui correspond dans ma classification au message court. J'ai ensuite regroupé ça par client en faisant du coup, en retenant le comportement d'avis le plus fréquent. Et on voit sur la population globale que la majorité des clients en fait ne laissent pas de message pour un peu plus de la moitié de la population. Alors, quelle est maintenant la stratégie de segmentation que j'ai retenue? Donc, comme je vous le disais en introduction, la première étape a été d'encoder par encoding les 3 variables qualitatives de mes nouvelles features, ce qui a augmenté les dimensions de mon jeu de données avec, du coup, on est passé de 13 variables à 20 variables. J'ai ensuite réalisé une analyse en composante principale qui m'a permis en fait de sélectionner les 15 premières composantes qui expliquent du coup 95% de la variabilité totale, ce qui est à mon sens un seuil acceptable pour pouvoir ensuite avoir assez de variabilité pour faire la segmentation.
Alors le choix du modèle, justement, donc c'est le CAMINS, qui est un algorithme de clustering non supervisé, qui en fait utilise la minimisation des distances euclidiennes entre les individus et le centroïde, les centroïdes, pour réaliser les clusters. Donc le paramètre K, qui est le nombre de clusters, j'ai essayé de l'optimiser en utilisant la Elbow méthode. Donc ça consiste en fait à faire un suivi de la variabilité sur une plage définie de valeurs de K. Pour cela, il faut choisir en fait une métrique de score. Donc trois métriques de score sont disponibles pour la Elbow méthode. La métrique distorsion, où le score est en fait la somme des distances au carré entre chaque point et son centroïde. La métrique Kalinski-Arabas, qui est le ratio moyen entre la dispersion intra-cluster et intercluster. Et la métrique silhouette, qui là aussi exprime un ratio moyen entre la distance intra-cluster et la distance du centroïde le plus proche. Donc ce que j'ai choisi de faire en fait, c'est de réaliser la même méthode avec les trois métriques. Alors la métrique distorsion m'a donné un K optimal à 16 et les deux autres un K optimal à 2. Donc vu l'écart en fait entre les résultats, bon, j'ai décidé de moyenner ces trois valeurs pour fixer mon K optimal. Alors justement, les segments, quels sont-ils? Donc je me retrouve ici avec 7 segments, ce sont les effectifs d'abord que je vous présente. Donc on voit une répartition hétérogène des effectifs avec un groupe, le groupe minoritaire, c'est le groupe numéro 3, qui a à peine 1700 individus, et le groupe majoritaire, donc le groupe 0, qui comptabilise plus de 25 000 individus. Donc on voit bien qu'on a deux groupes, le groupe 0 et le groupe 2, qui à eux deux comptabilisent la moitié des effectifs du groupe. Alors, je vous décris maintenant les segments et les profils des clients associés. Donc pour le premier segment, donc, comme je vous disais, c'est le groupe le plus nombreux avec 28% des effectifs. Ils ont un comportement de paiement instable. Ils passent peu de commandes, mais ils ont un fort potentiel de dépenses. Ils sont exigeants sur les délais de livraison, mais sont tout de même satisfaits. Et ils ne prennent pas le temps de s'impliquer dans la rédaction des avis détaillés. Le deuxième segment, quant à eux, regroupe 15% des effectifs. Ils ont un comportement de paiement instable. Ce sont les clients qui dépensent le plus par commande, et presque 3% d'entre elles concernent des commandes multiples. Ils sont exigeants sur les frais de livraison et ils sont capables de mettre le prix dans les frais de livraison. Ils sont insatisfaits et prennent du temps pour laisser des avis qui sont d'ailleurs souvent donc assez négatifs et avant réception. Donc le troisième segment, c'est le deuxième groupe en termes d'effectifs, avec 24%. Ce sont des clients qui achètent exclusivement en local. Ils ne sont pas influencés ou peu influencés par le niveau de détail des annonces. Ils dépensent peu, mais plus de 4% des commandes concernent plusieurs articles. Ils sont exigeants sur les délais de livraison avec, si possible, des frais plutôt faibles. Et ce sont des clients qui sont satisfaits et impliqués dans la rédaction des avis. Le quatrième segment, c'est le segment le plus faible en effectif, mais 6% des clients de ce segment ont plusieurs comptes clients. Ils donnent de l'importance au détail des annonces, ont un comportement de paiement stable, ils sont exigeants sur les délais de livraison qui doivent être courts, ils sont plutôt satisfaits et laissent des avis de manière très réactive. Ensuite, le cinquième segment, donc 10% des effectifs, donc ça reste un groupe mineur, qui a un nombre de comptes clients par client le plus faible et qui apprécie les annonces plutôt détaillées. Ils ont une capacité de dépense élevée. Le nombre de commandes par client reste inférieur à la moyenne, mais 3% d'entre elles, près de 3% d'entre elles, concernent des commandes de prix. Ce sont quand même des clients insatisfaits qui vont prendre le temps de rédiger des avis complets rapidement après réception. Alors le sixième segment, ce sont les petits anges. Ils représentent 18% des effectifs. Ils dépensent peu mais acceptent de forts taux de frais de livraison. Ils paient exclusivement par boleto. Ils ont le comportement de paiement le plus stable. Ils acceptent les délais de livraison les plus longs du panel. Ils sont satisfaits et réactifs. Et enfin, le dernier segment, qui représente 4% des effectifs, mais ils ont un nombre de comptes clients par client le plus élevé, avec notamment le fameux client qui a 17 comptes.
dépense peu, mais le nombre de commandes par client et le nombre d'articles par commande sont les plus élevés. Les cartons. Il paie exclusivement en voucher et accepte les proportions de frais de livraison élevées. Ce sont des clients plutôt satisfaits, mais qui vont mettre du temps, plus de temps que les autres, en tout cas à laisser leur note de satisfaction et leur avis. Donc, qu'en est-il de la stabilité de cette segmentation? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai calculé le Adjusted Brand Index Score, qui est en fait une mesure de similitude entre la segmentation pour chaque paire d'échantillons. Le but étant de comparer la segmentation prédite à partir de modèles entraînés et la segmentation réelle pour laquelle le modèle va être entraîné pour chaque population. Donc c'est un score qui va varier de 0 à 1, le 1 étant la segmentation est identique entre les deux cas de figure. Donc j'ai décidé du coup de suivre ce score par mois sur toute la période disponible. Pour le modèle Camins, donc j'ai décidé de figer évidemment le nombre de composantes principales à 15 et de figer aussi le cas à 7 clusters comme précédemment. Pour le Camins entraîné, donc j'ai réalisé l'entraînement sur les 6 premiers mois de données. Les populations, comme je vous disais, donc ce sera tous les mois entre la fin de la période d'entraînement des données, réservées à l'entraînement de données, et la fin de la période disponible. Ce qui me donne en tout 11 périodes à comparer. Et pour la segmentation en temps réel, évidemment, le Camins sera réentraîné chaque mois sur une nouvelle donnée. On voit les résultats obtenus. Donc à gauche, j'ai repris du coup les effectifs des populations mois par mois. On voit bien l'évolution des populations et sur chaque population, donc un Harris score est calculé. Donc vous voyez ici l'évolution. Donc on s'aperçoit qu'il y a une première chute du score au bout de 2 mois pour le modèle. Et cette chute en fait se poursuit sur les 2 mois suivants afin d'atteindre une zone, on va dire, minimale. Donc effectivement, cette première chute de 2 mois montre déjà une instabilité au bout de 2 mois. Mais au vu des contraintes métiers, il semble plus judicieux de proposer une mise à jour du modèle tous les 4 mois. Voilà, je vais à présent conclure. Donc ce projet, la méthodologie proposée pour ce projet a permis une large exploitation des données fournies avec la création de features originales qui traduisent vraiment un comportement client, notamment avec le score de comportement de paiement, le degré de détail des annonces, le type de morphologie pour les avis laissés et la proportion des frais de livraison dans l'acte d'achat. On a pu voir, enfin j'ai pu constater en tout cas que ces features ont permis vraiment un clivage, de réaliser un clivage entre les clusters clients. Voilà. Donc finalement cette segmentation elle permet de créer assez de différences pour justifier ce clustering. Voilà, avec une actualisation tous les 2 ou 4 mois selon les souhaits et les contraintes clients. Il faudrait tout de même envisager des points d'amélioration, notamment pourquoi pas faire varier le nombre de clusters K et voir si les features créées restent autant pertinentes. Et essayer d'améliorer évidemment cette stabilité du modèle en jouant notamment sur le jeu de données d'apprentissage. Pourquoi pas prendre un jeu de données plus long ou plus éparpillé sur la période fournie. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Super, merci à toi pour la présentation. C'était très clair et tu as bien expliqué ton travail. J'ai des petites questions quand même. Oui. Alors, je vais commencer par ça. Du coup, ma première question, ce serait sur l'ACP. Oui. Et du coup, là, au final, est-ce qu'il y a un véritable intérêt à ton ACP là, de la façon dont tu l'utilises ici? Oui, parce que il est vrai que je vais jusqu'à 15, les 15 premières composantes principales. Donc ça, c'est vrai que j'avais fait d'autres essais que j'ai pas inclus en fait dans mon travail, où j'avais mis un seuil plus faible à 80. Et ça m'a donné en fait
un nombre de cas qui était, enfin, un nombre de clusters optimal qui était autour de 30. Et c'est vrai que du coup, j'étais obligée d'augmenter mon seuil pour intégrer plus de variabilité et pour permettre en fait de mieux filer mes segments. Mais c'est vrai que là, on est proche de la fin, j'avoue. Euh, je sais pas, d'après mon montant, quand même, il y a un impact du seuil choisi ici sur la qualité après derrière de la segmentation. C'est vrai qu'un cas avec 20 ou 30 groupes, ça devient après au niveau pour présenter ça au client, ça a plus trop de sens en fait. Mais c'est vrai que là, finalement, je perds que 5% de la variabilité. Mais c'est vrai que si je descends plus, ben je l'ai remarqué parce que je l'avais fait au début, que la segmentation, elle est pas. On a un nombre de clients en fait avec beaucoup, elle n'est pas aussi clivante en fait. On a beaucoup trop de points communs entre les groupes. Ok. Ouais, après, je sais pas. Du coup, c'est peut-être un peu le hasard hein, du nombre Ouais. de composantes que tu as sélectionnées parce que, tu vois, peut-être t'en aurais pris encore moins. Au final, tu aurais eu une meilleure segmentation ou pas. Hein, en fait, c'est pas forcément le fait qu'on prenne plus d'informations qui va faire qu'on va avoir quelque chose de plus, on va dire, plus différent en termes de cluster, D'accord. on peut dire comme ça, mais Ouais. du coup, voilà, bon, en général, l'objectif quand on fait une ACP, c'est quand même de réduire le nombre de dimensions. Mm. Et du coup, bon, en fait, c'est que là, tu es dans un exemple où t'as pas non plus des corrélations très très marquées et où il y a Ouais. vraiment un petit nombre de dimensions avec vraiment un moment où vraiment il y a une différence concrète et on peut faire Mm. un choix de composantes assez faible parce que ouais, voilà, si on se limite c'est vrai, à 5 6 composantes, on serait à combien? Voilà, 6 composantes par exemple, on sera à 60% de l'information. Oui, Bon, c'est vrai que c'est assez faible, hein, c'est ça, ouais. Ouais. mais voilà, du coup, bon, au final, le fait de. Là, elle est pas hyper utile, la CP, au final. Euh, D'accord. euh, mais bon, voilà, après, du coup, bon, elle montre aussi la CP qu'on n'a pas forcément justement de grosses corrélations. Donc au final, de garder l'information ou même de garder toute l'information sans passer D'accord. par la CP, ça peut être Oui, aussi intéressant. oui, Mais du coup, souvent aussi quand on présente l'ACP, on présente le cercle de corrélation des variables. Alors ça, est-ce que tu l'as regardé? Du coup, je l'ai pas vu. alors, en fait, je ne l'ai pas laissé dans mon notebook, mais dans les premières versions, effectivement, je l'avais fait. Et ben, mon mentor, en fait, m'a déconseillé de le garder. Il m'a dit que ça ne servait pas dans cet objectif-là. Comme en fait, j'ai fait ma segmentation sur le fit après la CP. Du coup, il m'a clairement dit d'enlever. Ouais. Donc, je suis ses conseils. Mais Ok. effectivement, j'en avais fait une dans une. J'ai pas gardé tous les essais que j'ai fait de choses, effectivement, dans le notebook, dans les notebooks. Mais oui, j'avais fait effectivement des essais où en fait, moi j'allais sélectionner du coup les vecteurs par projection. En fait, j'allais faire une sélection par projection des features. Euh, mais du coup, il m'a dit que c'était pas utile. Ah ouais, Ouais, bah en fait là c'est pas hyper utile aussi dans ouais, du fait que tu as sélectionné beaucoup de composantes. Et en fait, oui, bon, bah, c'est plutôt quand on choisit un petit nombre de composantes, mm, vraiment on représente le, la, la correspondance des variables oui, dans les différentes composantes pour voir quelles sont les variables qui ont un impact sur les oui, c'est ça. composantes qu'on garde. Ouais, Du coup, bon, c'est vrai d'accord. que là, on n'a pas été dans une explication des composantes parce qu'on en a gardé un grand nombre et c'était pas forcément l'objectif.
Mais en fait, ce qui peut être intéressant quand on combine comme ça l'ACP avec du clustering et quand on reste sur un nombre de composantes assez faible, en fait, c'est d'avoir le, bah, à la fois en parallèle la correspondance des variables bon, Oui, dans le premier plan factoriel déjà, parce que c'est ça qui a le plus de contributions, et après potentiellement dans d'autres composantes, et en parallèle avec la contribution des individus et les différents groupes, du coup de voir comment les groupes sont caractérisés, et comme ça le travail que tu as fait à la fin, ça permet bien. d'avoir Ouais, une vue assez rapide, et dire bah voilà, ouais, tel groupe il est situé à tel endroit du cercle, ben, on voit que oui, c'est ces variables-là qui contribuent au fait que ils vont aller plutôt dans cette direction. Et donc, tout à fait. c'est ça Ouais, qui peut être intéressant quand on fait ACP plus clustering. oui. Et donc, C'est du vrai que coup, j'ai pas là, projeté les individus, ça c'est vrai que ouais, ouais, ça aurait pu oui, être oui, intéressant. voilà. Après, c'est aussi ça. En fait, là, ton ACP, bah, elle a pas énormément d'intérêt et du coup, bah, on n'a pas été dans l'interprétation des Oui, résultats de l'ACP et oui, oui, je comprends. dans l'explication des différentes composantes. Mais voilà, c'est parce qu'on en a beaucoup et du coup, on n'a pas forcément de composante vraiment principale, comme dirait l'ACP, et qui Ouais, contribue beaucoup. Donc, mm, voilà. ok. Mais c'est pour ça qu'en termes graphiques, tu vois, ça peut aussi être intéressant pour être facilement visualisable et compréhensible quand on a un faible nombre de composantes. Oui. Et du coup, mon autre question, c'était pourquoi tu avais pris k égale 7. Oui, j'ai compris à peu près pourquoi, mais pourquoi pas k égale 6 ou pourquoi pas k égale 8, par exemple? Bah là, c'était en fait vraiment. Bah, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que les résultats soient aussi différents entre les trois métriques. Donc, bon, moi, j'y suis les conseils un peu de mon mentor parce que j'ai pas assez de recul. Évidemment, surtout que enfin, c'est un sujet plutôt marketing, un sujet que je connaissais pas du tout en fait. Enfin, c'est un domaine que je maîtrise pas du tout. Je viens des sciences du vivant, donc du coup, c'est un peu loin pour moi. Segmenter les clients, ça me paraît un peu voilà, nouveau. Donc lui, voilà, il m'a conseillé de prendre une valeur plutôt inférieure à 10 pour serrer mon sens. Et bon, bah, du coup, moi, il a pas su me dire non plus pourquoi il y avait. Enfin, je sais qu'il y a différents types de scores, ça j'ai compris, etc. Mais pourquoi il y avait un gap en fait entre la distorsion et les deux autres. Euh, Bah, là, je vois qu'effectivement, on cherche le coup, etc. Donc, mais voilà, bah, lui il m'a dit en gros que c'était un petit peu, si je reprends ses conseils, c'était un peu au feeling. D'où dans ma conclusion, effectivement, je propose de modifier le cas pour voir en fait l'impact du cas par rapport aux features que j'ai pu créer. Et si, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a eu, si tu veux, du va-et-vient entre, la partie d'optimisation du cas et l'analyse ensuite. C'est-à-dire que j'avais pris à un moment un cas égal à 12, mais du coup, en analysant les segments, on se rend compte qu'il y avait des segments qui pouvaient être regroupés. Donc c'est là où ils m'ont conseillé de prendre un cas plutôt à faire à 10. Bon, après, du coup, je me suis dit, faire un moyenne de 3. Mais un petit peu, oui, enfin, j'ai choisi ce choix-là de 7 voilà, en faisant une moyenne pour me rassurer, mais effectivement, j'ai pas d'argumentation euh, pour avoir fait du 7 ou du 5, par exemple, tu vois. Ah oui, C'est un peu fou pour moi encore ça. oui. Bah, en fait, tu vois, moi, avec ces graphiques-là, Mm. bon, bon, souvent, on parle du critère du coude. Bon, là, c'est qu'il n'y a pas de coude net, en fait. Ouais, Donc, ouais, en fait, sur le coude, bah, on pourrait pratiquement dire à n'importe quel nombre de classes. En fait, ça, bah, ce serait pas, on te dirait pas, ok, c'est bien ton choix ou c'est pas bien, tu vois. Sur ce critère-là, il y a tellement peu de, oui. Le de, changement de de pente, changement c'est de pas. pente, voilà, Ouais. exactement. Mais quand même, bon, enfin, ouais, j'aurais dit, ce critère-là, on peut pas forcément trop s'y fier D'accord. ici parce que, ouais, il y a rien de concret.
Euh, et plutôt les autres scores, bah, en fait, ils semblent nous indiquer un plutôt faible nombre de groupes. Oui, Tu vois, alors là non plus, c'est pas forcément strict les choix. mm, Mais du coup, bon, moi je me serais dit, voilà, avec les deux, on voit quand même que ça marche plutôt bien quand on se limite justement à aller à 7 8 groupes sur ce qu'on d'accord. semble Oui, oui, voir, tu vois. Et du coup, tu m'avais dit, si tu m'avais dit, oui, j'ai choisi k égale 7. oui, Par rapport à ça, tu vois, ça me semblerait plus cohérent que de dire, voilà, ouais, c'est une moyenne des trois. Donc là, bon, c'est un peu, on va dire, quand même au hasard, dans le sens où ben si oui, tu m'avais ouais, dit, oui, choisis 8 ou choisis 6, au final, ce serait un peu la mm, même chose. Mais tu vois, dans l'idée, si on combine les trois, j'aurais plutôt dit, voilà, je pense que 7 c'est pas un mauvais choix, mais plutôt d'accord. justement en voyant les trois graphes, en disant que, bon, bah voilà, le coude, il n'y a pas de choix strict, Oui, donc, bon, bah, on va pas forcément déterminer de cas par rapport à celui-là, mais mm, sur les autres, ça semble plutôt bien marcher quand on se limite à un nombre de groupes plutôt faible. oui, 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 Et tu vois, enfin, j'aurais même dit jusqu'à 5 mm, 6 tu vois, enfin 7 8 voilà, 5 6 7 8. d'accord, ouais. Euh, Là, et au final, en fait, du coup, ce que tu disais, peut-être que tu as regardé quand tu étais à k égale 12 là, oui, c'est de regarder avec un groupe de plus ou un groupe de moins. Parce que tu disais qu'il y avait des groupes qui se rejoignaient. Alors oui. ça, comment tu l'as déterminé? Ben, en fait, j'ai regardé les features, comment, en fait, j'ai pris un papier, un stylo, je me suis dit, tiens, ce groupe, il a ça, j'ai fait un tableau, en observant, en fait, sur chaque, en faisant l'analyse descriptive de chaque feature, comme j'ai fait dans le notebook, en fait, hein. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait plusieurs groupes qui, finalement, avaient un seul feature de différent, par exemple. Donc après en discutant, ouais, encore une fois avec mon mentor, il disait une seule feature de différence et en plus c'est pas super net. Donc voilà, il me disait le cas égal à 12, il y a trop de groupes et finalement il y en a qui vont peut-être se rejoindre. J'ai éliminé aussi des features qui ne différenciaient aucun groupe. Par exemple la localisation du client, au début je l'avais gardé et en fait ça, ça permettait, enfin voilà, ça impactait sur la qualité de la camise, quoi. Et quand je l'ai enlevé, bah, du coup, j'ai vu qu'effectivement, j'avais un cas plus faible. Parce que oui, je dis au début, j'avais des cas égales à 22. Donc bon, c'était trop fort. Euh, Parce qu'il faut aussi penser à l'application finalement métier, quoi. C'est-à-dire que au-delà d'un certain nombre de groupes clients, est-ce que on parle encore on peut faire vraiment de la communication ciblée efficace? Parce que si on remet ça dans le contexte de la demande, c'est-à-dire que bon, à un moment il faut mettre une limite. Est-ce qu'elle est satisfaisante ou pas? Mais finalement, c'est une fois qu'on a fait le descriptif des personas, on se rend compte si oui ou non on a des groupes pertinents. Mm. Donc c'est vrai que la stratégie, à un moment, elle a été un petit peu de faire du va-et-vient. En tout cas, c'était pas effectivement très clair là, l'optimisation du cas. Alors je sais pas s'il existe d'autres méthodes pour optimiser ce cas, autre que celle qui était proposée hein, dans cette méthode-là. Mais oui, c'est vrai que moi c'est la première fois que j'aborde cette thématique des camins avec une optimisation du cas. C'est vrai que dans mon parcours précédent, c'était des cas, on va dire, un peu au feeling. On mettait un cas égal à 5, un cas égal à 3, et puis ensuite, en fonction des résultats de la segmentation, on revenait. Et on se disait, tiens, voilà, avec l'œil métier. Quoi. Donc là, en fait, j'ai procédé un petit peu de la même manière, étant donné que cette méthode-là d'optimisation
pas donné un choix clair. Étant donné que les trois métriques, voilà, c'est assez différent. Enfin, en tout cas, il y en a une qui se détachait des deux autres. Mm. Oui. Non, mais c'est vraiment bien comme réflexion. Et en fait, c'était, tu vois, dans ton explication des groupes et Hum, de la caractérisation des différents groupes, c'était justement, oui, c'était très bien et c'est ça qui est important. d'accord. Et du coup, en termes statistiques, au-delà de ces métriques, des trois indicateurs là que tu as présentés, ce que Oui, moi j'aime bien regarder, c'est oui. en fait, c'est de comparer les modèles que l'on obtient avec différents nombres de groupes. En fait, Ah oui, d'accord. tu vois, si, quoi qu'il arrive, même si je trouve quelque chose qui est assez strict, peut-être à six groupes par exemple, enfin ou non, 7 parce que là tu avais choisi 7. On va Ouais. dire si j'ai dans mes métriques quelque chose qui me dit voilà, vraiment 7 c'est le mieux, toutes les métriques, et bien en fait, si j'ai 7, je vais quand même regarder avec 6 ou avec 8 ou même avec 5, en fait, enfin, les nombres de groupes un peu proches de ce nombre-là. En fait, Mhm. comment se sont construits les groupes et est-ce que, bon, en fait, là, le plus facile, c'est de faire un tableau de contingence, en fait, et de regarder, bon, bah, entre 7 et 6, en fait, est-ce que il y a vraiment une différence ou alors est-ce que, en fait, entre 7 et 6, bah, il n'y aurait pas deux groupes qui vont se combiner en un seul. Alors, c'est pas forcément très facile à regarder. Et en fait, c'est quelque chose que tu vois qui est aussi intéressant à regarder quand on fait avec l'ACP la projection dans, dans le premier plan factoriel Oui, oui, des oui. différents groupes. Et ben en fait, on peut comparer la projection quand on a 7 groupes à la projection quand on en a 6 et regarder en fait si c'est bien clair ou alors Hum, s'il n'y a pas quelque chose qui fait que bah, sur les 7 groupes, si on en combine deux, bah, on obtient la classification à 6 ou si c'est oui, vraiment deux classifications différentes. Du coup, en termes d'interprétation, pour moi, c'est ouais, je vois. là, on se base pas vraiment sur une métrique statistique, mais en termes d'interprétation, bah voilà, on va bien voir si les groupes sont distincts ou s'il n'y a pas des groupes qui se rassemblent entre eux. Et tu vois, c'est aussi Mais quelque c'est un chose peu qui permet tu vois, de. ce que j'ai fait, en fait, sans le savoir finalement, parce que je l'ai pas mis j'ai pas laissé en fait mes essais préliminaires dans mes notebooks, mais c'est vrai que c'est un peu ce que je faisais en fait. Parce que quand je faisais un cas égal à 12 ou un cas égal à 10, et du coup en fait je notais les profils voilà, des segments, et puis je me disais tiens ceux-là ils pourraient être ensemble, donc je vais réduire. Enfin voilà, donc en fait c'est cette démarche-là, j'aurais dû la tracer finalement. Mm. Ouais, j'aurais dû la tracer parce que c'est aussi une démarche qui me permet d'optimiser. Même si c'est pas statistique, si c'est pas une méthode, on va dire, métrique, etc., ça reste quand même du travail opérateur de comparer et de conclure sur le cas, quoi. Mm. Ouais, voilà, mais c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est voilà, c'est dans Mm. l'interprétation. Tu vois, bah, comme je pense quand tu étais à K égale 12, il devait y avoir aussi des groupes où il y avait des très faibles effectifs. Et Oui, c'est ça aussi quand oui, on voit que, bon, là sur K égale 7, il y avait surtout un groupe qui avait oui, un petit effectif, mais encore là, ça va par rapport à l'échantillon total. Mais voilà, c'est aussi ça dans l'interprétation. En fait, si on a mm, plusieurs groupes qui sont tout petits, bah, au final, il n'y aura pas forcément d'intérêt à les cibler, parce que mm, ce sera une trop faible part des clients. mm. Et donc Ouais, voilà, tout à fait. il y a Mais c'est ça vrai que aussi. ce qui était sympa, entre guillemets, dans le clustering à 7, c'est que pour chacun des personnages, chacun des groupes, il y avait, chaque groupe avait quelque part une feature où il était dominant presque. Donc c'est ce qui m'a fait vraiment me conforter dans ce choix-là, parce que je me suis dit, tiens, chacun il va avoir, enfin quasiment, vraiment un profil où il va être dominant dans une des features. Mm. Donc c'est pour ça que finalement ça m'a plu hein, de faire ça parce que je trouvais ça bon, essayer de rendre ça un peu ludique, mais ça m'a aidé en fait de visualiser en fait chaque segment et de mettre en fait les points les plus caractéristiques pour chaque segment. J'ai pas appris tout évidemment, parce que ça, on s'en sort plus. Mais,
Mais ouais, en fait, ça m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment des profils de clients. Et là, je me disais, je réponds à la problématique. Parce que le client, il recherche quoi? Il recherche ça. Il veut une carte d'identité du client de tel segment pour pouvoir voilà, lui envoyer la communication adaptée. Donc, voilà, en ça, c'est là où je me suis dit qu'il y avait quand même une cohérence dans cette segmentation. Ce que je n'avais pas avec des KGL à 12, des KGL à 10, il n'y avait pas de autant de cas. Peut-être qu'effectivement, en baissant le cas, c'est ce que je disais en conclusion, hein, c'est vraiment voilà, essayer de le faire marier pour voir jusqu'où on peut rester pertinent. Parce qu'effectivement, traiter une segmentation à 5 segments, ce sera plus simple pour le client si c'est significatif au lieu de 7. En fait, ça serait descendre le cas pour voir jusqu'à quel moment on garde cette pertinence-là. Ouais. Voilà, pour aider le client finalement, parce que ce sera plus facile pour lui de gérer 5 groupes ou 4 groupes plutôt que 7. En disant qu'en fait, moi dans ma démarche, j'ai commencé de tellement haut sur les cas au début parce que j'avais laissé, on va dire, des informations qui venaient parasiter finalement mes features, notamment sur la localisation, etc., qu'ensuite j'ai supprimé. Et en fait, c'est vrai que si j'étais partie d'un cas à 10 ou quelque chose, j'aurais peut-être, dans le temps imparti pour traiter le projet, j'aurais sûrement peut-être pu descendre plus bas. Mais là, bon, on est à 7. Et voilà. Bah, écoute, j'espère qu'Olist serait satisfait. Oui, non, mais voilà, je pense que justement, c'était très bien tes interprétations. Mais en fait, tu vois, ce que je trouve dans ton travail, c'est que au niveau méthodologique, tu as très bien mis en place les choses avec le, bah, la manipulation sur les variables, la transformation des variables, la mise en Ouais. place des modèles. Au niveau interprétation des résultats, c'est très bien. Je pense que du coup, c'est un peu de bien faire le lien entre les deux, en fait, de pas, je pense, de pas se dire, je pense qu'il faut garder en tête, c'est que il y a pas de réponse Exact. stricte. Ouais. En fait, que Voilà. il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, et c'est toujours, bah, dans son analyse, essayer de voir en termes d'indicateurs statistiques ce qui semble être pertinent et en termes d'interprétation ce qui semble être pertinent aussi et de faire le mix un peu entre les deux pour se dire bah voilà qu'est-ce qui me semble le plus pertinent quand je prends à la fois en compte les indicateurs statistiques et les interprétations métiers que je peux obtenir, tu vois. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et effectivement, c'est ce que, à un moment, j'ai cette discussion à mon mentor qui me disait que c'était un peu de l'art. Voilà, la segmentation, voilà, c'est un petit peu au feeling. On peut pas, enfin, il n'y a pas une seule réponse au problème. Ouais, Après, dans la vie réelle, tout dépend de l'exigence du client. C'est comme la stabilité. Effectivement, on a une chute au bout de 2 mois, mais est-ce que le client il va être prêt à payer 6 fois par an une actualisation pour effectivement une perte de similitude là qui est presque on va dire de 40%. Voilà, donc bon, ça c'est une question qu'on s'est posée assez à un montant parce que ça dépend des moyens du client, de la qualité, de la précision qu'il souhaite. Et voilà quoi. Donc ça c'est des questions. Effectivement là dans un contexte pédagogique, mais face à un client, il va falloir lui proposer, on va dire, tous les cas de figure par rapport à son budget, à ses contraintes aussi de temps. Enfin, voilà, finalement, c'est lui qui statue. Quoi. Entre tous les 2 mois et tous les 4 mois, ça fait quand même pas le même budget. C'est pas aussi la même, on va dire, la même perte d'efficacité du modèle. Donc, est-ce qu'il est prêt à perdre en efficacité pour des questions de budget ou pas voilà. Donc, si on avait eu une descente nette, ça n'aurait pas été pareil. Mais là, il y a quand même 2 points avec plateau en plus.
Ouais, non mais voilà, bah exactement, hein, et bah, comme tu le dis pour ce cadre-là et cette analyse-là, en fait, c'est le même principe sur la classification et sur les résultats des Camins, là, c'est il y a pas de, voilà, une bonne réponse, une mauvaise réponse, et justement, c'est pour ça que, tu vois, l'idée de comparer un peu plusieurs cas et plusieurs classifications différentes pour voir en termes d'interprétation, bah, ce qui semble être bien cohérent, Ouais, c'est un peu la même idée, tu vois, le principe. ok. Euh, voilà. Du coup, oui, genre, bon, là, juste au niveau technique, bon, ce qui est peut-être un peu dommage, mais c'est que Ouais, ça marche pas très bien, c'est ce que je te disais sur la CP. C'est que vu que, d'accord. bon, du coup, là, elle est pas très utile au final, la CP. Mm. Bon, après, c'est aussi bah, le cadre des données que tu as choisi et du coup, les données qu'on a dans notre ACP qui font que les résultats sont tels quels, hein, mais voilà, du coup, là, bah, la CP ne nous aide pas forcément beaucoup pour Oui, l'interprétation des choses et la mise en avant des résultats. Et c'est ce qui peut être sympa quand on fait ça, la combinaison ACP et clustering, c'est d'avoir des représentations graphiques qui soient assez visuelles et qui peuvent amener de l'information peut-être plus facilement. oui, c'est vrai que du coup, juste un, enfin même mon mentor qui m'a dit, voilà, on fait juste la réduction avec les boulis des valeurs propres et concentre ça sur le feature engineering qui doit être riche et tout. Bah, c'est vrai que je suis pas allée plus loin sur la TP, alors que je sais tout à fait le faire et je l'ai fait sur les projets, enfin, sur certains projets précédents. Et c'est vrai que ça aurait pu être très sympa d'avoir la progression des individus. Ouais, c'est vrai que j'ai pas. Ouais. Ok, bah écoute, hein, j'espère le prochain projet, je ferai une belle, une belle projection. En gros, Ouais, après, c'est aussi les données qui font que tu as des hmm, résultats comme ça, hein. Mais, ouais, euh, oui, mais voilà, je pense, bon, le conseil général, c'est de garder en tête qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais ouais, toujours de mettre en perspective les résultats statistiques avec les interprétations métiers. Et bon, là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile aussi là, parce que t'es pas forcément, enfin, on n'est pas forcément expert sur les projets et les données sur lesquelles on travaille. Et du coup, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. On n'a pas des experts métiers pour discuter, échanger et voir ce qui est c'est le plus ça, pertinent. Mais voilà, ouais, tu vois, je pense que c'est l'idée quand même générale d'avoir en tête bah, cet aspect-là et du coup bah, toujours d'investiguer un petit peu les différents choix oui, possibles, qu'est-ce qu'on peut avoir comme différence, comme interprétation et quelle information on va pouvoir ressortir si on prend tel ou tel paramètre. ouais, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, il vaut mieux en faire trop que pas assez, comme on dit. Ouais, c'est Mais ça. Bon, c'est après, vrai voilà. que avoir un interlocuteur métier en face, je pense vraiment que ça change. Parce qu'en fait, moi, j'ai été avant dans une entreprise dans la biotechnologie où on travaillait avec bah, des data scientists, etc., qui nous accompagnaient dans. Moi, j'étais de l'autre côté avant. Ok. Et, et c'est vrai que, ben voilà, eux, ils avaient des données, ils ne comprenaient pas forcément ce qu'il y avait derrière. Et la richesse on va dire, du travail collégial, entre guillemets, c'était ça, hein, c'était que eux nous apportaient l'analyse de nos données, chose que nous, on ne pouvait pas faire en tant que biologiste, sur des milliers, des centaines de milliers de données. Et puis après, oui, nous, dès qu'on voyait, eux, ils ne voyaient pas la signification biologique, en fait. Ils voyaient la signification statistique et tout, mais en fait, c'était quand on se rencontrait, quand on faisait les points mensuels, etc. C'est là où la magie opérait, parce qu'on leur donnait du sens, et eux, ils nous donnaient des choix. Enfin, voilà, on faisait le lien. Donc là, c'est vrai que, voilà, dans le milieu professionnel, je pense que le travail de machine learning, c'est là où où il prend de la richesse, en fait. Il est enrichi par les interlocuteurs métiers, quoi. Ouais, non, mais exactement. Des fois, tu peux avoir, quand tu regardes que les critères statistiques, tu penses avoir fait un truc génial et en fait, on te dit, bah non, ça n'a aucun sens ce que tu as fait.
Oui, oui, Donc, je connais ce genre de situation. Ben écoute, voilà, je pense que tu as été de très bons conseils. Et oui, en fait, il faudrait que moi, je me bride un peu, mais il faut que à chaque projet, que j'arrive à faire quelque part à fond toutes les techniques que j'ai apprises pendant les projets précédents. Et ça, c'est quelque chose que j'atteins. Tu vois, au projet précédent, mon évaluateur m'avait conseillé de faire plus de feature engineering. ok. Donc là, je me suis lâchée sur Ouais, ce. j'ai vu. Voilà. Donc, écoute, je pense que, voilà, d'ici les 3 projets ou 4 projets qui me restent là, atteindre voilà, la fusion parfaite là, de toutes les méthodes. Ouais, bah c'est ça, il faut utiliser chaque méthode à bon escient Hmm. par rapport aux données, les objectifs à chaque fois. Ah oui, mais c'est amusant. À chaque projet, je m'amuse un peu plus. C'est-à-dire que ça me plaît, donc du coup, voilà, c'est la bonne voie. Mais c'est vrai qu'à chaque projet, ben, je me sens plus à l'aise pour faire des choses que je faisais pas avant. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, Et oui, et puis bah, j'allais dire aussi au niveau des notebooks, oui, bon, c'était quand même très bien mis en forme, bien j'ai présenté. rajouté les sommaires juste hier. Je Ok, me suis dit, oh, c'est pas le sommaire. ok. Ouais, après ce que tu pourrais, enfin, tu vois Ouais, là, plus ça va, plus il y a de code dans tes notebooks. Donc je ouais, pense n'hésite pas à aussi ajouter plus de commentaires à l'intérieur, même pour toi, tu vois. oui, Euh, ouais. Oui, pour mieux de compréhension. voilà, là je pense que c'est assez clair. Oui, en fait, c'est vrai que j'essaye de commenter mes choix à chaque étape. Enfin, j'ai essayé parce qu'il y en avait tellement dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai essayé de faire les docstrings, voilà, de respecter un peu la pépite, un petit peu plus. Parce que, voilà. Après, l'étape suivante, ce serait, j'aimerais bien externaliser mes fonctions dans un script. Parce qu'il y a des fonctions que je vais réutiliser. J'ai déjà fait pour la CP. Je m'étais fait un petit fichier fonction, mais il faudrait que je le fasse de manière plus systématique. Au lieu d'avoir à chaque fois les fonctions, je les répète, etc. Voilà, j'ai des fonctions que j'utilisais sur les 2 notebooks. Enfin, du coup, ça sert à rien de les reprendre. Ça va me permettre quand même d'alléger mon code si j'arrive à faire ça. Alors, mettre plus appeler mes fonctions en fait en module. Et puis, alléger, voilà, alléger un petit peu le contenu quoi, du code. Ça sera quand même plus. Écoute, voilà. Ouais, non, ok, bah super, bon, bah, je vais déjà arrêter là.